Où est-ce qu'on va ? J'ai l'impression que d'un côté, on ne sera jamais allé aussi loin dans notre obsession de plongée et on ne sera jamais resté aussi près de chez nous, c'est-à-dire le littoral méditerranéen français. Ça fait de cette expédition un voyage vraiment atypique. Et on touche presque au fondement de certaines grandes notions de la science-fiction. On est dans les mondes parallèles, quoi. Bienvenue dans Les Explorateurs. Les femmes et les hommes que nous écoutons ici ont consacré leur vie à explorer le monde. Ils ont un jour décidé de se mettre en danger, par goût de l'aventure ou pour fuir une vie toute tracée. Pendant une trentaine de minutes, nous voyagerons avec eux au plus près des éléments et nous avons de la chance. Dans ce deuxième épisode, nous partons pour les hautes profondeurs de la Méditerranée. À 45 ans, Laurent Balesta sillonne les mers du monde depuis plus de 20 ans. Également biologiste et photographe, cet héritier du commandant Cousteau mêle au cours de ses explorations le défi technologique, l'observation scientifique et la contemplation poétique. Le 1er juillet dernier, le plongeur a fait l'étrange pari de s'enfermer dans un caisson pressurisé. Laurent Balesta et les 3 membres de son équipe n'en sortent qu'une fois descendus à 120 mètres de fond. Ce confinement va durer 28 jours. 28 jours de plongée dans les jardins secrets de la Méditerranée, entre Marseille et Monaco. Je suis allé le rencontrer à Marseille, son port d'attache, quelques jours avant qu'il ne largue les amarres. Laurent Balesta, vous êtes plongeur, photographe, explorateur, tout cela au service d'une discipline, la biologie marine dont vous êtes spécialiste. Un spécialiste un peu particulier parce que vous vous êtes passionné pour l'une des zones marines ou sous-marines les plus inaccessibles en fait. Je crois qu'elle s'appelle la zone crépusculaire. Qu'est-ce que c'est que cette zone crépusculaire ? Et d'abord, est-ce que c'est un terme adéquat ? C'est un terme adéquat parce que je trouve il donne une bonne image de cette ambiance qui n'est pas encore le noir des abysses, mais qui est déjà plus du tout la lumière de la surface. On appelle ça en science la zone mésophotique. Donc ce n'est pas la zone aphotique où il n'y a plus du tout de lumière. Mésophotique, il en reste un tout petit peu. On considère qu'il en reste moins de 1% de la lumière de la surface. Alors on pourrait se dire moins d'1%, mais c'est tout noir. Non, 1% de la lumière à la surface, c'est même plus qu'une pleine lune, par exemple, qu'un clair de lune. C'est un clair obscur, permanent, très délicat et qui est très inspirant quand il s'agit de faire des images en tout cas. Et puis c'est pas qu'une histoire de lumière, c'est aussi parce que c'est encore une zone où on peut avec un petit peu d'effort trouver encore des sujets qui n'ont jamais été photographiés. Des animaux, des créatures, c'est quand même fou, hein, au XXIe siècle, et en plus on part pas au fin fond de la Papouasie ou de l'Antarctique, on reste sur les côtes françaises méditerranéennes, des endroits que l'on croit connaître par cœur, pire, que l'on croit totalement dévastés, pollués. Même là, il y a encore des petites choses merveilleuses à voir, des oasis, des jardins secrets qui, étonnamment, n'ont pas encore été visités. En tout cas, certains n'ont pas encore été visités. Justement, là, en vous écoutant, on comprend qu'on est au cœur de l'aventure, de l'exploration, puisque le but de vos activités, c'est d'aller là où les autres ne vont pas, où vont extrêmement peu. Après, il y a ce terme d'exploration qui est toujours lourd à porter. Enfin, certains s'en affranchissent très bien, d'ailleurs. Vous n'êtes pas un explorateur ? Mais non, je ne suis pas un explorateur. Mais j'ai la chance dans ma vie qu'il m'arrive de temps en temps de mener des explorations. Tu règles les recycleurs et tout, machin, qui fait des adaptations. Mais ce terme générique d'explorateur, je trouve qu'il faut oser le porter après les grands explorateurs des siècles des grandes découvertes, quoi. Enfin, bon, voilà, c'est un peu ridicule. Mais ce qui est pas ridicule et qui est très surprenant, c'est que oui, par contre, encore aujourd'hui, on peut mener des explorations. C'est quand même fou, mais c'est la réalité. Et alors, pour comprendre justement ces explorations qui vous attendent, en quoi consiste votre projet ? Quel est son but finalement et la manière dont il va se dérouler ? Bon, mon idée, il était simplement de chasser une grande frustration. La frustration que les plongeurs passionnés connaissent,
qui fait que le temps sous l'eau est compté en minutes. Alors quand on est près de la surface, ma foi, ça peut quand même largement dépasser l'heure de plongée. Et quand on plonge profond, c'est de pire en pire, hein. Quand on dépasse 100 mètres de profondeur, les plongées se comptent en minutes. Pour quelques minutes passées au fond, quand bien même on aurait l'autonomie suffisante dans le dos, nos bouteilles, de toute façon, on n'échappe pas à notre physiologie. Et quand on a passé quelques minutes à ces grandes profondeurs, on s'est rempli l'organisme de gaz neutre. On est comme une bouteille de champagne pleine de bulles qui attendent qu'une chose, c'est rejaillir. Et elles vont rejaillir si on remonte trop vite. Donc pour quelques minutes passées au fond, il faut des heures et des heures de remontée lente. Cette envie d'aller profond, elle est née d'abord d'un privilège. Il y a une vingtaine d'années, j'ai fait partie des tout premiers en France à avoir ce qu'on appelait un scaphandre recycleur électronique à gestion de mélange et à circuit fermé. Enfin, c'est des termes techniques. En gros, c'est simple. Tout à coup, on pouvait rester plus longtemps sous l'eau et descendre plus profond et être plus discret. Voilà, parce qu'on faisait plus de bulles, etc. Alors tout à coup, ça nous ouvrait des perspectives incroyables. On atteignait des profondeurs folles, on pouvait rester quand même des heures dans l'eau. Mais on ne pouvait pas échapper à notre physiologie pour autant. Donc on avait sur le dos un instrument qui nous, sur le papier, en tout cas, nous autorisait à aller à grande profondeur. Mais en théorie, de toute façon, on ne pouvait pas y rester, parce qu'après, il y avait tous ces heures et ces heures de palier. Donc il y avait un privilège, on allait à des endroits où on ne pouvait pas aller. Il y avait une frustration, parce qu'on n'y restait que 10 ou 20 minutes. Et donc très vite, il y a des gens qui ont dit, si le problème c'est de remonter, on arrête de remonter. Alors on arrête de remonter, comment ? Physiquement, vraiment ? Ça veut dire qu'on vit au fond de la mer, avec des maisons sous la mer ? Pourquoi pas ? Alors il y a eu plein d'expériences de maisons sous la mer, les plus célèbres, Cousteau, 62, 63, 1965, où en 1965, il fait vivre 6 personnes pendant 3 semaines à 100 mètres de profondeur, c'est pas rien. Mais c'est des maisons sous la mer. Les gens sont coincés à un endroit précis, ils ne peuvent pas vraiment en bouger. Vous doutez bien que ces aventuriers de l'équipe Cousteau, c'était pas des casaniers, c'était des voyageurs, des explorateurs, là sur le coup, des vrais. Et tout à coup, on leur donnait une maison. C'était presque une hérésie pour ces gens-là. Donc ça n'a pas eu vraiment d'avenir, ces maisons sous la mer. C'était de belles expériences, des exploits techniques pour l'époque, mais ça n'a pas eu d'application. Et votre idée à vous alors ? Alors, en parallèle de ça, très vite après cette vision-là un peu romantique de vivre au fond de la mer, il y a eu une vision beaucoup plus pragmatique, celle des industriels. Tout à coup, on commençait à exploiter le pétrole à grande profondeur et il a fallu tout à coup des réparateurs, des mécaniciens, des plombiers, des électriciens capables de travailler à 100, 200, 300 mètres de profondeur. Et là, on a trouvé un système mobile. Fini le coup des maisons sous la mer. Ok, on ne va pas les remonter. On ne va pas les remonter physiologiquement, mais physiquement, on va les remonter. C'est-à-dire qu'on va les descendre au fond avec une tourelle, un ascenseur. Ils vont travailler des heures et des heures au fond, et puis on les remontera avec cet ascenseur, mais cet ascenseur, il sera pressurisé. Donc en fait, physiologiquement, c'est comme s'ils étaient encore au fond. On les installera dans un gros caisson de vie où ils pourront dormir, manger, et dès qu'ils seront d'attaque, on les renverra travailler au fond. Donc on envoie comme ça des scaphandriers travailler 1, 2, 3 semaines à très très grande profondeur. Et ensuite, on les décompresse qu'à la fin. Ça, c'est très bien, mais d'abord, ça coûte une fortune. C'est des centaines de milliers d'euros par jour. Enfin, c'est inaccessible pour aller regarder des petits poissons. Et voilà, c'est que quand il y a des pétrodollars derrière et des millions de chiffres d'affaires. Voilà. Bon. Donc, ça ne nous concernait pas. Et puis, il y avait un autre truc qui me gênait dans cette façon de faire. C'est aussi que ces scaphandriers, quand ils sortent à l'extérieur,
mais ils sont quand même rattachés à leur tourelle parce qu'ils sortent avec un énorme casque de scaphandrier et un énorme ombilical qui les alimente en gaz, en eau chaude aussi, parce que des fois il fait très froid pour travailler à ces profondeurs. Et alors, ok, ils ont cette autonomie extraordinaire, mais au final, ils n'ont aucune liberté de mouvement. Ils sont coincés avec un très court débattement autour de la tourelle qui les a descendus si bas. Alors, mettre autant de moyens et ensuite avoir l'impression d'être pieds et mains liés et ne pas pouvoir s'éloigner, alors là, c'est le summum. On vous montre un gâteau, mais vous n'avez pas le droit de le manger, quoi. C'est pire que la frustration de descendre presque, et de devoir remonter. Au moins, je suis un homme libre quand je fais ça. Voilà. Et alors, je voulais ça. Je voulais l'autonomie de cette plongée industrielle, mais ma liberté de plongeur autonome. Et donc, on y va. Et dans quelques jours, c'est parti pour 28 jours d'exploration en utilisant ça. La plongée à saturation mariée à la plongée autonome. Tu connais le slogan de Sinatra, c'est l'idée de la lumière. Ça, c'est la nourriture, le passe-plat, avec 2 portes étanches pour pressuriser. Ça, c'est l'espace salle à manger. Et après, tout ça, là, c'est les bannettes. On a un petit hublot chacun. On a des grosses bouteilles pour les profondes. Ça signifie que vous allez vivre pendant 28 jours dans un caisson pressurisé, que vous n'en sortirez que lorsque vous serez à 120 mètres de fond. C'est ça. Mais donc ça veut dire qu'on peut quand même sortir de ce caisson. On peut sortir quand la pression à l'extérieur est la même qu'à l'intérieur. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de demander la permission, puisque quand la tourelle arrive à cette profondeur... La tourelle, c'est l'ascenseur qui descend. Oui, l'ascenseur, voilà. Quand il arrive à la profondeur de 120 mètres, la porte s'ouvre toute seule, puisqu'il y a autant de pression dehors que dedans, et là, elle s'ouvre toute seule. Alors que quand on est en surface, le fait qu'il y ait 13 fois la pression atmosphérique à l'intérieur, 13 bars, l'équivalent donc de 120 mètres, je peux vous dire que vous ne risquez pas d'ouvrir la porte. Elle est fermée et bien fermée. Il y a 13 kg par centimètre carré qui appuie sur la porte. C'est impossible à ouvrir. Mais voilà, au fond, oui, notre espace de liberté, il sera tout en bas. Il y a un truc qui est très particulier, très protocolaire dans la vie à bord de la capsule, c'est les toilettes. Les toilettes, c'est une journée de formation, quoi. Tu vois, c'est un truc, on rigole pas. Parce qu'il faut bien imaginer que la chasse d'eau des toilettes, il y a 13 bars de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Autant dire que c'est la chasse d'eau la plus puissante du monde. Et autant dire que si tu restes assis, tu perds les yeux, tu perds tout. Hein. Tu vois, c'est très dangereux. Et du coup, il y a plein de systèmes de sécurité, tout ça. Et bon, voilà, ça s'apprend, c'est rigolo, voilà. Bref. Et il y a un truc à ne pas faire, par contre, c'est dans la décompression, dans les 12 ou 15 dernières heures, il ne faut plus tirer la chasse. Parce que sinon, rien que tirer la chasse fait des variations d'oxygène, etc. Donc, sur les 12 dernières heures, c'est pas très grave, franchement, quand tu as fait 27 jours et demi, 12 heures, c'est... voilà. Mais on ne tire plus la chasse. Et nous, lors de notre premier essai, dans ces 12 dernières heures, en plein milieu de la nuit, de 2 heures du mat', où les gens sont censés nous surveiller ici, mais je me doutais quand même, ils devaient peut-être dormir dans le fauteuil, tu vois. Et moi, j'avais envie de pisser, donc je me suis levé et je suis allé aux toilettes. Je suis discipliné, je savais que je ne devais pas tirer la chasse. Mais je me suis quand même penché à mon nez juste pour ramasser du papier, tu vois. Mais là, j'ai vu que les gars, c'était des pros, hein. Ça a résonné dans tout le système. Non, ne tire pas la chasse! Enfin, ça hurlait, ça a réveillé les 3 autres et tout. Ça m'a fait un choc au cœur. J'ai dit, mais prends juste du papier. Donc j'ai compris qu'on était vraiment surveillés, même dans nos moments les plus intimes. Voilà. Hélas. Hélas. Et c'est aussi ça le paradoxe de notre voyage. C'est que pour une liberté nouvelle, il faut accepter une sorte d'emprisonnement pendant 28 jours. Ouais. Pourquoi 28 ? Parce que c'est un cycle lunaire complet. Et puis, pour des raisons un peu symboliques, liées à cette plongée professionnelle des scaphandriers. C'est que la durée maximale syndicale des chantiers offshore, c'est 28 jours.
Alors si on fait même 26, on n'aura pas le respect de ces scaphandriers. Et si on fait 28 jours, j'ai la naïveté de croire qu'on obtiendra leur respect. À eux aussi, ces scaphandriers qui tous les jours descendent à des grandes profondeurs pour faire des travaux ingrats. Un métier de héros, il y en a de moins en moins des métiers de héros. Ça, c'en est un, voilà. Où est-ce qu'on va ? J'ai l'impression que d'un côté, on ne sera jamais allé aussi loin dans notre obsession de plongée et on ne sera jamais resté aussi près de chez nous, c'est-à-dire le littoral méditerranéen français. Alors là, il y a un paradoxe qui, moi, me plaît beaucoup et du coup, ça fait de cette expédition un voyage vraiment atypique. Et on touche presque au fondement de certaines grandes notions de la science-fiction. On est dans les mondes parallèles, quoi. Moi, quand je suis à 120 mètres de fond, au milieu d'une forêt de corail noir, à l'intérieur de laquelle se dissimule un Saint-Pierre, dont la bouche protactile va se détendre de 3 fois la longueur de son corps, je ne peux pas imaginer une seconde que je suis simplement au large de la Ciotat. On est dans des mondes parallèles, quoi. Il y a seulement, et vraiment parallèles, parce que vu de loin, vu du ciel, vu de l'espace, franchement, je suis au même endroit. Il y a 100 mètres qui nous séparent, 100 mètres d'épaisseur d'eau. Et pourtant, c'est radicalement différent. 100 mètres plus haut, il y a des plaisanciers, il y a des plages bondées, il y a des villes, il y a des voitures, il y a des embouteillages. Il y a aussi des belles choses, il y a un parc naturel, il y a le parc national des Calanques, ok. Mais 100 mètres plus bas, je suis plus sur la planète Terre. Comment est-ce qu'on se déplace dans ce monde parallèle ? Est-ce qu'il est facile de se mouvoir ? Est-ce qu'il est simplement facile de nager ? Grosso modo, comment ça se passe sous l'eau ? Alors tout l'art de la discipline, c'est de réussir à neutraliser l'énorme poids de matériel qu'on a sur le dos, parce que mine de rien, tout notre scaphandre, etc., on est vite à... Quand nous étions en Antarctique, je crois qu'on avait calculé qu'on avait 90 kilos d'équipement sur le dos. Et donc des déplacements lents pour que cette respiration soit toujours souple. On est quand même à une densité de gaz qui est 13 fois supérieure à l'air. Alors comme on respire de l'hélium, ça reste un gaz léger, donc ces mouvements ventilatoires sont quand même facilités, mais n'empêche que il ne faut pas, on ne va pas faire des footings au fond de l'eau, il faut rester serein, calme. De toute façon, on est là pour faire de l'observation naturaliste, on ne fait pas d'observation naturaliste à pleine vitesse. À côté de ça, on a des zones sur lesquelles on doit se déplacer pour aller d'une roche à une autre, pour aller, quand il faut se promener le long d'une épave, on peut imaginer un grand cargo qui fait plus de 100 mètres de long, il faut bien le parcourir. Alors on a aussi des petits propulseurs électriques, des petites torpilles avec des moteurs électriques, petites hélices, et ça nous permet d'aller vite sans s'essouffler aussi. Tout cet espace, c'est pour toi. Là, ici, tu as les cartes fixées. Qui est fixé définitivement. Là, ça, c'est les sanitaires. Il y a la douche en face. Il y a un petit lavabo qui est là. Et c'est aussi là qu'on s'habille. C'est notre vestiaire.
Parce que là, on est en short t-shirt et puis là, on s'habille avec nos combinaisons étanches qui ont des chauffages électriques, 4 épaisseurs de laine polaire parce qu'au fond, c'est vraiment très froid. C'est quelle température? Mais voilà, l'erreur, mais je l'ai fait exprès, c'est que sur Terre, il n'y a que la température qui est significative. Quoique aujourd'hui, on parle des températures ressenties. C'est bien qu'on a compris que la température, c'est une chose, mais par exemple, le vent qui souffle sur une température, ça change tout. Il y a plus important encore que la température, c'est la pression et aussi le gaz qui t'entoure. On sait ce que c'est de l'air. Quand il fait 0, c'est limite. À moins 40, on a très froid. Nous, on est dans une atmosphère d'hélium. L'hélium, ça aspire les calories dans les deux sens. Ça va très très vite. L'hélium, c'est terrible. S'il fait chaud, c'est terriblement chaud. S'il fait froid, c'est terriblement froid. Et quand on sera à 120 mètres, oui, la température de l'eau, ce sera que 12 degrés. Mais ce sera un ressenti digne des eaux polaires. Preuve, on sera habillé en plongée comme quand on plonge en Antarctique. Chauffage électrique, 3 épaisseurs de laine polaire, combinaison étanche par-dessus. Pourquoi mêler cette dimension d'exploration à aussi la dimension scientifique que vous évoquiez tout à l'heure? Ça ne peut pas être gratuit, un projet d'une telle ampleur. À l'heure où on doit faire des économies partout, on doit faire attention à ne pas gaspiller, etc., déployer de tels moyens pour que moi, Laurent Balesta, l'artiste, aille faire ses photos au fond de la mer. Je trouve que ça serait un peu... Je suis pas sûr que je serais très à l'aise. Là, le fait de mener en parallèle des travaux scientifiques sérieux, c'est pas des travaux scientifiques alibi. Si l'agence de l'eau nous soutient derrière et depuis plus de 14 ans sur les études en Méditerranée, c'est que c'est sérieux. Mais vous, quelque part, qu'est-ce qui vous a amené à la plongée dans les hautes profondeurs? J'ai l'impression que c'est le goût de l'aventure d'abord, de la découverte. Donc quelque chose que tous les gamins ont en eux. Tout le monde, tous les gamins veulent savoir ce qu'il y a sous l'escalier, au fond du couloir ou au fond du jardin. Certains en ont peur aussi. Ouais, mais moi aussi. Ouais, moi aussi j'en avais peur, mais on est aussi curieux de ça. Je crois que ça c'est valable pour tous les enfants. Et après, biologiste marin, c'est venu parce que je regardais les aventures du commandant Cousteau et que dans l'équipe du commandant Cousteau, celui qui avait en quelque sorte le plus beau rôle, qui avait réponse à tout, qui expliquait même au commandant lui-même, c'était le biologiste marin. Alors je me suis dit, mais c'est ça, il faut être biologiste. J'étais comblé, j'avais tout, j'avais une aventure, c'était la plongée, la discipline, tout ce matériel qu'on met sur le dos, on est des cosmonautes, on est des chevaliers. Donc il y avait ce truc qui était satisfait, il y avait de la science, il y avait tellement de choses à comprendre au fond de la mer, et c'était aussi un lieu d'expression artistique inépuisable presque. Alors c'était parfait. Faire des choses compliquées, c'est ce qui permet plus simplement d'avoir accès à des espaces où ce sera simple du coup de faire des images nouvelles, d'avoir des histoires nouvelles à raconter. Ce qui est compliqué, c'est de raconter une énième histoire sur la Tour Eiffel. Ce qui est compliqué, c'est de faire une belle photo originale de la Tour Eiffel. Mais si tu vas à 120 mètres de profondeur, où peu de gens traînent, ça va être finalement plus simple. C'est aller là où personne n'était allé avant qui vous motive vraiment? Oui, mais pour y faire quelque chose de nouveau. Vous parliez de la peur tout à l'heure, ça vous arrive d'avoir peur? Peur, non. Plus maintenant? Je ne crois pas vraiment peur, mais se sentir vulnérable, oui. Et ça fait du bien à l'âme. Ça fait du bien de nos jours, là, avec cet homme surpuissant qui nous dit qu'il va dévaster la planète. Il ne va pas dévaster la planète, il va s'auto-dévaster, ça oui, c'est sûr. La planète, elle lui survivra. Et de temps en temps, se sentir vulnérable devant les éléments, ça peut faire du bien, ça peut, voilà. Est-ce que notre impact sur la planète a également un impact sur ces zones-là? Et est-ce que le rôle, la place de ces zones-là peut évoluer avec l'activité de l'homme? Alors oui, malheureusement, il y a un impact. On l'a vu récemment, il y a des impacts jusque dans les abysses. On a trouvé des plastiques jusqu'à 11 000 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes. C'est quand même un comble. Bon. Mais pourquoi ça émeut plus les gens ça que de savoir qu'il y a aussi des créatures qui vivent à 11 000 mètres. Ça, c'est fascinant. Est-ce que c'est un refuge aussi?
Non, simplement il y a des choses qui survivent mieux à grande profondeur de nos jours. Et il y a aussi, je parlerai là plutôt de migration climatique. Vous voyez, il y a des animaux, il semblerait, qui commencent à apprécier d'être un peu plus profond. Peut-être parce que les eaux sont plus fraîches, parce que la surpêche y est peut-être moins forte, les nuisances sonores y sont moins fortes, et en Méditerranée elles sont très importantes sur le côtier. Alors tout ça a peut-être engendré une sorte de migration de certaines espèces qui préféraient les zones supérieures et qui maintenant vont dans les zones inférieures. C'est une intuition pour l'instant de plongeurs, de naturalistes. Quand on plonge profond, on y voit de la quantité. On y voit aussi souvent des animaux de plus grande taille. Alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une migration ? Parce qu'a priori, il n'y a pas plus de nourriture à grande profondeur que près de la surface. Au contraire, en général, puisque les productions primaires de végétaux ont besoin de soleil, et donc là où il y a le plus de nourriture, c'est près de la surface. Alors c'est quand même un peu troublant ce truc-là. Et on va le regarder à travers la génétique des populations. On fera des prélèvements génétiques sur des poissons à ces profondeurs-là et voir leur lien de parenté avec leurs cousins, c'est-à-dire de la même espèce, mais sur les couches supérieures. Et ce sera vraiment intéressant pour travailler sur cette notion refuge, même si j'aime pas trop ce terme refuge, qui semblerait dire, vous inquiétez pas, ils se sont planqués, ils vont revenir quand tout ira mieux. Ça, c'est vraiment une vision, c'est pas une vision scientifique, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir sur vos images ? On n'a pas vraiment encore parlé du paysage des hautes profondeurs. On peut comparer ça avec des récifs coralliens. Moi, j'aime dire que ce qu'on va aller voir là, ce sont les récifs coralliens de la Méditerranée. Alors nous, scientifiques, on les appelle les récifs coralligènes. Bon. Mais honnêtement, récifs coralligènes, récifs coralliens, où est la différence ? Alors d'abord, les récifs coralliens des tropiques, c'est juste sous la surface. Voilà, on les voit du ciel, on les voit avec pas le même masque tuba, voilà. Et nous, les récifs coralligènes, malheureusement, ça commence à 60 mètres, ça va jusqu'à 120, bon, voilà. Quel genre d'animaux on voit à 120 mètres de fond ? On en voit plein, mais les anecdotiques qu'il m'a fallu des années pour trouver, photographier pour la première fois, c'est le limbert à filament, une sorte de poisson lézard géant dont le premier rayon de la nageoire dorsale est un long fouet phosphorescent. Il y a la bécasse de mer. La bécasse de mer, c'est une sorte d'hybride entre l'hippocampe et la baliste, le poisson gâchette. La galatée à longue pince. Et puis des animaux que l'on croit connaître par cœur en disant « Ah oui, je vois ». Mais non, on voit dans son assiette, donc c'est pas, on voit pas. Par exemple, la baudroie. Tout le monde dit « Ah oui, la baudroie » ou la lotte pour les Bretons. D'ailleurs, les poissonniers font bien attention de jamais mettre la tête de la lotte sur un étal, parce que ça ferait fuir tout le monde, tellement c'est une espèce de tête de monstre incroyable. C'est une énorme gueule pleine de dents, des lambeaux de peau qui traînent un peu partout, qui sont là pour se transformer en algues vivantes, avec un filament pêcheur, une sorte de canne à pêche qu'il a, c'est un de ses rayons de sa nageoire transformé en canne à pêche. Il envoie cette canne à pêche juste au-dessus de sa gueule, avec un petit leurre qui ressemble à un petit ver marin. Et donc ça attire des poissons qui disent tiens, et du coup la baudroie les avale. Donc il y a toutes ces créatures, des fois que l'on croit connaître, mais que l'on n'a jamais bien vues vivantes. Mais c'est pas que juste un bestiaire d'animaux bizarres, c'est aussi, n'oublions pas, des récifs, c'est-à-dire des jardins luxuriants avec une grande diversité. On a fait des comptages avec plus de 1000 espèces par mètre carré. Plus de 1000 espèces. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, même vous prenez une forêt équatoriale, 1000 espèces sur un mètre carré, c'est pas si évident. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier
particulier, de si étonnant et peut-être d'unique, la Méditerranée? On nous dit bien que la Méditerranée, c'est 0,1% de la surface mondiale des océans, en tout cas moins d'1% de la surface mondiale des océans, 10% de sa biodiversité. Alors ça, c'est pas rien quand même. Quand même, ce qui fait la une des journaux, c'est la Méditerranée morte, la Méditerranée dévastée de ses plastiques, le cloaque, la poubelle de nos sociétés. Bon, c'est peut-être la poubelle de nos sociétés, mais c'est le berceau de notre passion. Quand même. Et si ça a été le berceau de notre passion, c'est bien qu'il y avait des raisons. Moi, je ne me suis pas passionné par les plastiques. Voilà. Je me suis passionné parce que je voyais des choses merveilleuses et il m'arrive d'en voir encore. C'est pas parce qu'elle est blessée qu'elle est morte. Voilà. C'est pas parce qu'on l'a parcourue qu'on a tout vu. C'est pas parce qu'on a fait un lieu de villégiature où on va en vacances que l'aventure n'y est plus permise. Quand on a commencé à dire bon, on va où les gars, tout à coup il y avait une centaine de sites. Bon, c'est pas possible, on n'a que 28 jours. On a réduit ça à 40, ce qui était déjà terrible. Et sur ces 40 en 28 jours, on sait qu'il y en a qu'on fera pas. Mais voilà, on a toute cette liste potentielle. Il y a des sites à Marseille, il y a des sites à Cassis, à La Ciotat, il y a des sites dans le Var bien sûr, il y a des sites à Nice jusqu'à Monaco. Et on ira de proche en proche, au bon vouloir de la météo, en espérant que nous on soit toujours en forme, pas trop fatigués, qu'on souffre pas trop du froid. Peut-être qu'il y aura des déceptions. Et puis il y aura surtout des bonnes surprises, je crois. Et qu'en est-il des découvertes? Est-ce que vous pouvez encore découvrir des choses en Méditerranée? Alors, photographier des choses pour la première fois, c'est du domaine vraiment du raisonnable. Après tout, c'est ce qui nous arrive depuis 20 ans avec des plongées très courtes. Alors avec des plongées longues, a fortiori, c'est vraiment du domaine du raisonnable. C'est pas... Après, trouver de nouvelles espèces pour la science, des créatures qui n'auraient jamais été inventoriées, là c'est déjà plus ambitieux, mais on n'a jamais eu ces moyens-là non plus, donc voilà. Et puis après, il y a les utopies, mais on a le droit d'y croire. C'est retrouver les espèces qu'on nous dit disparues. C'est une motivation pour vous? Ah oui, imaginez si on retrouvait l'ange de mer. L'ange de mer, c'est une sorte de requin-tapis, moitié requin, moitié raie, qui était vraiment très abondant au 19e siècle, à tel point que c'est à cause de l'ange de mer qu'à Nice, on a la baie des Anges. La baie des Anges s'appelle comme ça à cause de l'ange de mer. Et ça fait... peut-être que des pêcheurs pourraient me répondre mieux, mais à ma connaissance, ça fait au moins 60 ans que personne n'a pêché ou vu un ange de mer. Alors là, on est dans le domaine de l'utopie que d'espérer revoir l'ange de mer. Mais voilà, pourquoi pas. Voilà. Il y a une belle assise de choses raisonnables qu'on peut espérer, sérieusement. Et donc, du coup, on peut se permettre quelques utopies au-dessus de tout ça. Dans le prochain épisode, nous quitterons de nouveau la terre ferme pour prendre de la hauteur et faire le tour du monde à bord de drôles d'aéronefs. Leur inventeur est un explorateur bien connu, héritier d'une famille où l'aventure va de pair avec la science. Je vous laisse reprendre votre souffle. Merci à Rémi Fier, Roland Richard et Théo Boulanger qui m'ont aidé à préparer, produire et réaliser ce podcast.